Le jour où j'ai décidé de vendre mon appartement de luxe reste gravé dans ma mémoire tel un profond stigmate. C'était un matin d'automne vif à Paris, du genre où l'air semble à la fois tranchant et chargé de promesses. Pourtant, pour moi, cette journée n'évoquait qu'un lourd pressentiment de malheur imminent. Notre entreprise familiale, Hartley & Fils Éditions, un nom réputé dans le milieu depuis plus de 50 ans, se trouvait au bord de la faillite. Je me souviens être resté, face aux immenses baies vitrées de mon appartement situé dans le 16 arrondissement, scrutant le paysage qui s'étendait vers le bois de Boulogne. Les arbres arboraient des teintes de rouge et d'or, mais leur beauté ne pouvait apaiser mes tourments. Mon esprit était envahi par des chiffres, des données froides et implacables qui révélaient crûment la dure réalité de notre situation. Nous avions besoin d'un apport financier considérable et de toute urgence. Je m'appelle Émilie Hartley, et à 35 ans, jamais je n'aurais imaginé être confrontée à une décision d'une telle envergure. J'avais gravi les échelons dans l'entreprise familiale, débutant dans le service courrier pour finir par occuper le poste de directrice financière. Il ne s'agissait pas de népotisme, j'avais obtenu mon MBA à HEC Paris et prouvé mes compétences maintes fois. Mais désormais, tout cela semblait dérisoire face à la crise que nous traversions. Je détournai les yeux de la fenêtre et parcourus l'appartement du regard. Chaque recoin renfermait un souvenir, le bureau antique où j'avais rédigé ma première proposition commerciale, le canapé somptueux où j'avais célébré l'obtention de mon premier gros contrat, la cuisine où j'avais organisé d'innombrables dîners pour collègues et amis. Ce lieu n'était pas qu'un appartement, c'était le témoignage de toutes mes réussites. Pourtant, en effleurant du bout des doigts le plan de travail en marbre lisse de l'îlot central, je compris ce que je devais faire. Cet appartement valait des millions, assez pour maintenir l'entreprise à flot le temps de sa restructuration et de la recherche de nouveaux investisseurs. Ce sacrifice était douloureux, mais il était nécessaire pour préserver l'héritage familial. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Sarah, mon agente immobilière. « Allô, Sarah ?» dis-je en m'efforçant de garder une voix calme, « tu te souviens de ce client qui était intéressé par mon appartement ? Cette offre est-elle toujours d'actualité ?» Un silence se fit à l'autre bout du fil. « Émilie, tu es sûre ? Je sais combien cet appartement te tient à cœur. » J'avala difficilement ma gorge. « J'en suis sûre. Faisons en sorte que cela se concrétise. » Les jours suivants furent un véritable tourbillon de paperasserie et de négociations. Je m'y plongeai corps et âme, non seulement pour que tout soit fait dans les règles, mais aussi pour détourner mon esprit de l'ampleur de l'épreuve émotionnelle. Mon mari, Marc, se montrait solidaire sans pour autant être véritablement présent. Issu d'une vieille fortune, il ne comprenait pas la pression à laquelle j'étais soumise pour sauver l'entreprise familiale. « Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais », me dit-il un soir alors que nous étions allongés dans notre lit, les yeux rivés au plafond. « Ma famille pourrait t'aider. » Je le regardais avec un mélange d'affection et de frustration. « Je sais, Marc. Mais cette entreprise est celle de ma famille. Je dois mener ce combat à ma manière. » Il acquiesça, bien que je sentisse qu'il ne saisissait pas pleinement ma détermination. Ces instants accentuaient le fossé qui nous séparait malgré tout l'amour que nous nous portions. Le jour où je signai les derniers documents fut surréaliste. Assise dans le cabinet de notre avocat, le stylo suspendu au-dessus du papier, je ressentis un tourbillon d'émotions: soulagement, perte, détermination et une pointe de peur. À chaque trait de plume, je faisais mes adieux à une partie de ma vie pour m'engager dans un avenir incertain. En sortant du cabinet, l'enveloppe contenant le chèque destiné à sauver notre entreprise serrée contre moi, je me sentis étrangement légère. Le fardeau de ma décision semblait s'être dissipé, remplacé par un regain de but et de conviction. J'élai un taxi et indiquai au chauffeur de me conduire au siège de Hartley & Fils Éditions, dans le quartier d'affaires de la Défense. Le bâtiment familier de Hartley & Fils se dressait devant moi tandis que le taxi s'arrêtait. Ce n'était peut-être pas la structure la plus imposante du quartier, mais pour moi, il incarnait des générations de labeur acharné et de dévouement. Je pris une profonde inspiration et franchis les portes tournantes, saluant du regard le vigile qui m'accueillit. « Bonsoir, Madame Hartley », dit-il avec un sourire. J'essayai de lui rendre son sourire, me demandant s'il percevait le tumulte qui se cachait derrière mon regard impassible. Je montai en ascenseur jusqu'au dernier étage, où se trouvait notre salle de conférence principale.
Les membres du conseil d'administration étaient déjà rassemblés, leurs visages reflétant à la fois l'inquiétude et l'espoir. Mon père, toujours PDG malgré sa santé déclinante, était assis à la tête de la table. Sa présence autrefois imposante s'était amoindrie, mais ses yeux brillaient encore de cette intelligence perçante que j'avais toujours admirée. « Émilie, dit-il d'une voix rauque, empreinte d'émotion, tu n'avais pas à faire ça. » Je déposai l'enveloppe sur la table. « Si, il le fallait, papa. Cette entreprise est notre héritage. Je ne pouvais pas la laisser sombrer. » Le silence s'installa tandis que j'exposais mon geste. Je pouvais lire sur leur visage la reconnaissance mêlée à la culpabilité. Mon sacrifice sauvait leurs moyens de subsistance, et ils le savaient. Au fil des réunions et des décisions destinées à utiliser ces fonds, je ressentis une énergie nouvelle m'envahir. Certes, j'avais abandonné mon havre de rêve, mais en agissant ainsi, j'avais assuré l'avenir de tant d'autres nos employés, leurs familles et les auteurs qui comptaient sur nous pour diffuser leurs mots. Ce soir-là, en emballant les dernières miennes dans l'appartement, je me laissais envahir par une douce mélancolie. Je traversais chaque pièce en murmurant silencieusement mes adieux au lieu qui avait abrité tant d'instantanés de ma vie. Dans le petit bureau, je m'arrêtais devant l'étagère où trônaient les livres que nous avions publiés au fil des années. Chacun d'eux était l'écho d'une histoire que nous avions contribué à faire vivre. Je ramassai un cadre photo posé sur le bureau, une image de mon grand-père, fondateur de Hartley et Fils, devant notre premier bureau. Son visage rayonnait de fierté et de détermination. J'en glissai la photo dans mon sac, en souvenir de la raison pour laquelle je menais ce combat. En éteignant les lumières pour la dernière fois et refermant la porte derrière moi, je ne ressentis aucune tristesse. Au contraire, une détermination farouche m'envahissait. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. J'avais fait un choix difficile, mais je savais au fond de moi que c'était le bon. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Je travaillais sans relâche, souvent jusqu'à tard dans la nuit, rédigeant des propositions et renégociant des contrats. L'injection de liquidité nous offrait un répit précieux, bien que je sache que de profondes transformations s'imposaient pour assurer la pérennité de l'entreprise. J'initiais de nouvelles démarches numériques, optimisais notre processus éditorial et contactais des auteurs émergents dans des genres que nous n'avions jusque-là pas explorés. Ce travail, bien que harassant, était également exaltant. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir renaissait pour notre avenir. Mon nouvel appartement, un modeste 2 pièces dans le 20 arrondissement, ressemblait davantage à un simple pied-à-terre qu'à un véritable foyer. Mais chaque fois que le regret de mon ancien luxe se faisait sentir, je me rappelais ce qui était en jeu. L'avenir de Hartley et Fils, et toutes les vies qui en dépendaient, valait bien plus qu'un appartement somptueux. Au fil des semaines, les résultats commencèrent à se faire sentir. Les ventes reprenaient, et plusieurs manuscrits prometteurs étaient en cours de finalisation. L'atmosphère au bureau avait opéré une transformation, de la désespérance émergeait une prudente optimisme. Un soir, en quittant le bureau, je tombai sur Jacques, l'un de nos éditeurs de longue date. Il m'arrêta en posant sa main sur mon bras. « Madame Hartley, me dit-il avec sincérité, je voulais simplement te remercier. Nous savons tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Cela ne sera pas oublié. » Ces mots me prirent au dépourvu, et une boule monta à ma gorge. Je souris timidement et acquiesçai avant de me précipiter vers l'ascenseur. Dès que les portes se refermèrent, je laissai échapper un souffle tremblant. Ces instants me confirmaient que ma décision, bien que douloureuse, avait été la bonne. Rétrospectivement, vendre mon appartement fut bien plus qu'un simple choix financier. Ce fut un moment décisif qui me révéla ce dont j'étais capable et ce que j'étais prête à sacrifier pour ce en quoi je croyais. J'appris que parfois, les plus grands sacrifices mènent aux récompenses les plus extraordinaires. L'avenir restait incertain, jonché de défis imprévus. Mais, alors que je me tenais dans mon nouveau logement modeste, contemplant la ligne d'horizon du 20, je me sentais prête à affronter l'inconnu. J'avais fait mon choix et j'allais le mener jusqu'au bout. Les semaines suivant la vente furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Je m'investissais corps et âme au bureau, tentant d'ignorer la douleur persistante de cette perte symbolique, pas seulement l'espace physique laissé derrière moi, mais aussi le rêve incarné par cet appartement, véritable symbole de mon succès et de mon indépendance. Mon nouvel humble pied-à-terre dans le 20 était, pour ainsi dire,
une rétrogradation majeure. La première nuit, allongée dans ce logement, j'écoutais les sons inconnus du quartier, les sirènes lointaines, le grondement du métro, les voix étouffées des voisins se frayant un chemin à travers les cloisons fines. Tout contrastait avec l'élégance feutrée de mon ancien sanctuaire du 16. Mais ce n'était pas seulement le changement de décor qui me pesait. C'étaient les regards en coin au travail, les murmures qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce, l'amalgame de pitié et d'admiration dans les yeux des autres. Je n'avais jamais voulu être perçue comme une martyre, mais voilà ce que j'étais devenue aux yeux de beaucoup. Un jour particulièrement éprouvant, je me retrouvais dans l'ascenseur avec Tom, l'un de nos rédacteurs seniors. D'un ton hésitant, il déclara « Émilie, je voulais juste te dire, ce que tu as fait pour l'entreprise, c'est vraiment remarquable. Nous t'en sommes tous reconnaissants. » Je forçai un sourire et répondis « Merci, Tom. C'était la bonne décision. » Il hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Cela a dû être dur. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. » Le carillon de l'ascenseur mit fin à notre échange, me délivrant de devoir répondre davantage. Une fois seule, je m'appuyai contre la paroi et fermai les yeux quelques instants. Ces interactions, de plus en plus fréquentes, me rappelaient sans cesse ce que j'avais sacrifié. Ce soir-là, sur le petit balcon de mon appartement du 20, je dégustais un verre de vin en contemplant la silhouette de Paris. La vue, bien que différente, avait son charme, les toits en zinc, les réverbères qui s'allumaient peu à peu, la lointaine lueur de la tour Eiffel. Je m'efforçais de me concentrer sur les aspects positifs, sur le fait que mon sacrifice avait offert à Hartley et Fils une chance de se battre. Mon téléphone vibra alors, un message de Marc s'affichant à l'écran. « Encore tard ce soir ? Le dîner est dans le frigo si tu veux. » Je soupirai, ressentant une pointe de culpabilité. Notre relation s'était refroidie depuis le déménagement. Bien qu'il ait soutenu ma décision, il ne semblait pas saisir pleinement l'ampleur de ce que j'avais enduré pour l'entreprise. Je lui répondis brièvement « Merci, je rentre bientôt. » Puis, je bus les dernières gouttes de mon vin, prête à affronter une nouvelle soirée dans un lieu qui ne se sentait plus comme chez moi, aux côtés d'un mari qui devenait peu à peu un étranger. Le lendemain, absorbé par des rapports financiers et des stratégies marketing, je constatais les premiers signes de redressement. L'apport financier de la vente de mon appartement nous avait offert le répit nécessaire pour mettre en œuvre des changements cruciaux. Alors que je décortiquais les derniers chiffres de vente, on frappa à la porte de mon bureau. Mon père, s'appuyant lourdement sur sa canne, se tenait là. Sa santé déclinante depuis l'année passée faisait partie des raisons qui m'avaient poussé à intervenir pour sauver l'entreprise. « Émilie, dit-il d'une voix rugueuse mais chaleureuse, as-tu une minute ? » Je l'invitai à entrer et l'observai s'installer en face de moi, son regard errant sur les piles de documents éparpillés sur mon bureau. « Tu travailles trop ?» murmura-t-il, l'inquiétude transparaissant dans ses mots. Je haussai les épaules. Quelqu'un doit le faire. Après un moment de silence, ses doigts tapotaient doucement l'accoudoir de sa chaise. Je n'ai jamais voulu cela pour toi. Ce sacrifice, ça aurait dû être moi. Une boule se forma dans ma gorge. Papa, tu as tout donné pour cette entreprise. Il était temps que je prenne le relais. Il me saisit la main, sa peau fine contrastant avec la fermeté de sa prise. Je suis fière de toi, Émilie, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais j'ai peur. De quoi ? Demandai-je, la voix tremblante. Il soupira. Que tu te perdes dans tout cela. Que le poids que tu portes devienne insupportable. J'eus envie de répliquer, de lui assurer que tout allait bien, mais ces mots me touchaient bien plus que je ne voulais l'admettre. Fatiguée, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, je répondis d'une voix rassurée, « Je vais bien, papa. » Vraiment. Il ne parut pas convaincu, mais se leva lentement. « Et n'oublie pas de prendre soin de toi. L'entreprise a besoin de toi, mais nous avons besoin de la personne entière que tu es. » Ces mots résonnèrent longtemps après son départ. Est-ce que je m'étais perdue ? Mon sacrifice était-il devenu trop lourd à porter ? Ce soir-là, plutôt que de rester tard au bureau, je décidai de rentrer plus tôt. En arpentant les rues de Paris, j'essayais de redécouvrir mon nouveau quartier avec des yeux neufs. Une vitalité insoupçonnée y régnait, les fresques colorées sur les murs, la diversité des passants, les effluves appétissantes provenant des petits bistrots et cafés.
Je m'arrêtai devant une librairie de quartier, attiré par la douce lumière émanant de ses vitrines. À l'intérieur, les étagères croulaient sous une multitude de livres, certains neufs et brillants, d'autres usés et chargés d'histoire. La propriétaire, une dame d'un certain âge aux yeux bienveillants, m'accueillit d'un sourire chaleureux. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» me demanda-t-elle. Je secouai la tête. Je me contente de flâner. Cela faisait trop longtemps que je n'avais eu le loisir de lire pour le plaisir. Elle acquiesça avec compréhension. Parfois, un bon livre est le meilleur refuge. Prenez votre temps, ma chère. Je parcourus les rayons, caressant du bout des doigts les tranches des ouvrages, dont plusieurs étaient des titres publiés par Hartley et Fils au fil des ans. Les voir ici, dans ce petit écrin chaleureux, raviva en moi la passion pour ce métier. Ce n'était pas qu'une question d'argent ou de prestige, c'était avant tout l'amour des histoires, ce pouvoir qu'un livre a de vous transporter, de vous consoler, de vous transformer. Finalement, j'achetai un roman, l'un de nos plus récents titres que je n'avais pas encore eu le loisir de découvrir. Lorsqu'elle passa en caisse, la propriétaire ajouta, « La semaine prochaine, nous organisons un club de lecture. Ce livre est au programme. Vous êtes la bienvenue si cela vous tente. » Un instant, j'hésitai. Mon premier réflexe aurait été de décliner poliment, prétextant un emploi du temps chargé. Puis, me rappelant les paroles de mon père et l'importance de ne pas m'oublier moi-même, je répondis, « Vous savez quoi? Ça me ferait très plaisir. » En regagnant mon appartement, le roman blotti sous le bras, une lueur d'enthousiasme commença à poindre. Cela faisait bien trop longtemps que je ne m'étais accordé un moment pour moi, pour m'évader du tumulte du quotidien. À mon retour, Marc s'affairait en cuisine, préparant quelque chose qui embaumait délicieusement. Il me surprit par son étonnement. « Tu es rentré plus tôt, dit-il, interrogatif. » Je lui montrai le livre en souriant. « J'ai envie de changer d'air. Et si nous dînions ensemble pendant que je te raconte mon après-midi ?» Le sourire qui se dessina sur son visage me rappela combien il était important de partager de vrais moments, loin des tensions du travail et des soucis financiers. Autour du repas, je sentis un peu du poids se dissiper. Certes, j'avais consenti à un sacrifice colossal. Certes, l'avenir demeurait incertain et semé d'embûches. Mais peut-être, tout juste, pourrais-je trouver l'équilibre, sauver l'entreprise sans pour autant m'oublier. Cette nuit-là, blottie avec mon nouveau roman, un sentiment de paix enfin parvint à m'envahir. Le sacrifice que j'avais consenti était toujours présent, une ombre persistante, mais il ne devait pas définir qui j'étais. Je pouvais en reconnaître la lourdeur tout en trouvant du réconfort dans les petites joies, un bon livre, un repas préparé avec amour, une conversation sincère avec mon mari. Le lendemain matin, en me préparant pour aller travailler, je m'arrêtais devant le miroir. La femme qui me renvoyait son image semblait épuisée, certes, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. J'avais fait un choix difficile, et j'étais suffisamment forte pour en supporter le poids. Peut-être, cette force me porterait-elle face aux défis à venir. Sortant de chez moi, prête à affronter une nouvelle journée chez Hartley et Fils, je ressentis une énergie renouvelée. Le sacrifice que j'avais consenti n'était pas seulement un moyen de sauver une entreprise, c'était aussi un acte pour préserver un héritage, pour faire perdurer les histoires. Et, au fond, n'est-ce pas là l'essence même de la vie? Les récits que nous partageons, les liens que nous tissons, les différences que nous nous efforçons d'apporter dans le monde. Le fardeau de mon sacrifice restait présent, compagnon constant. Mais désormais, j'apprenais à le porter avec grâce, à m'en servir comme d'un rappel de mes capacités et comme moteur pour continuer à avancer. Car parfois, c'est dans nos moments les plus sombres que se révèle notre véritable force. Et j'étais déterminée à en sortir plus forte que jamais, prête à écrire le prochain chapitre de ma vie et celui de Hartley et Fils. L'air d'automne cédait désormais la place à la froideur de l'hiver, et avec lui s'installait une prudente optimisme au sein de Hartley et Fils. L'injection de fonds issue de la vente de mon appartement nous avait permis de traverser la crise immédiate, et nos nouvelles initiatives commençaient à porter leurs fruits. Je m'étais investi corps et âme dans mon travail, déterminé à prouver que mon sacrifice n'avait pas été vain. C'était un mardi matin que tout changea. Je m'en souviens bien, car j'avais veillé tard la veille, absorbé par la lecture du dernier manuscrit d'un auteur prometteur. Ébouriffé, le bras chargé d'un grand café, je pénétrai dans le bureau,
l'esprit déjà en ébullition pour la journée. Bonjour, Émilie, lança Sarah, mon assistante, n'oublie pas la réunion du conseil à 10 heures. Je hochai la tête, étouffant un bâillement. Merci, Sarah. Peux-tu t'assurer que les derniers chiffres de vente soient prêts? Elle me fit un signe de la main, et je me dirigeai vers mon bureau. La réunion du conseil n'était censée être qu'une simple mise au point, du moins, c'est ce que je pensais. Je passai l'heure suivante à relire mes notes et à préparer ma présentation. Malgré les difficultés récentes, j'étais fière de ce que nous avions accompli ces derniers mois. Nous n'étions pas encore sortis de l'auberge, mais la trajectoire s'annonçait redressée. À 9h55, je rassemblai mes affaires et me rendis dans la salle de conférence. En approchant, j'entendis des voix étouffées derrière la porte. Étrange, pensai-je, la réunion ne devait commencer que dans 5 minutes. Je poussai la porte et pénétrai dans la pièce. La conversation s'arrêta net, et tous les regards se tournèrent vers moi. Une énergie palpable régnait dans la salle. Mon père était assis à la tête de la table, le visage impassible, et à ses côtés se trouvait Marc, chose inhabituelle puisqu'il assistait rarement à ces réunions. Puis, il y avait Robert, mon beau-frère, installé confortablement dans un siège qui ne lui était pas habituel. « Émilie » annonça mon père d'un ton étrangement formel, « veuillez prendre place. » Je m'asseyais lentement, scrutant les visages autour de la table, pressentant que quelque chose clochait. « Maintenant que nous sommes tous réunis, reprit-il, nous avons une annonce importante à faire. » Mon cœur s'emballa. Une annonce? Quoi de si grave pour justifier un tel secret? Marguerite, ma belle-mère, prit la parole après avoir raclé doucement sa gorge. Toujours impeccable dans sa tenue, elle arborait ce jour un tailleur bleu marine d'une élégance implacable. Comme vous le savez, commença-t-elle d'une voix suave, Hartley et Fils a traversé une période difficile. Grâce à certains sacrifices, jetez un regard vers moi, nous avons réussi à rester à flot. Cependant, le Conseil estime que des changements plus radicaux sont nécessaires pour assurer notre succès à long terme. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Où cela allait-il mener? Marguerite poursuivit, d'une voix inébranlable, après mûre réflexion, nous avons décidé qu'un nouveau leadership s'impose. Nous avons le plaisir d'annoncer que Robert prendra dès à présent la direction en tant que PDG. La pièce sembla vaciller. Je serrai les accoudoirs de ma chaise, persuadée d'avoir mal entendu. Pardon, répétai-je, ma voix se faisant lointaine, pourriez-vous répéter? Le sourire que Marguerite esquissa, censé être compatissant, sonna plutôt condescendant. Je sais que cela doit être un choc, ma chère. Mais Robert possède une solide expérience en redressement d'entreprise. Il est mieux armé pour affronter les défis qui nous attendent. Je me tournai vers mon père, implorant y lire le moindre signe de désaccord. Mais il paraissait épuisé, ses yeux évitant les miens. Papa, osai-je, une note suppliante dans la voix. Est-ce vraiment vrai? Il soupira profondément. Pour le bien de tous, Émilie. Robert a des contacts, de l'expérience. Et moi, je n'en ai pas, m'interrompis-je, la colère éclatant enfin. J'ai travaillé ici depuis que j'étais assez grande pour classer des manuscrits. Je connais chaque facette de notre entreprise. C'est moi qui ai vendu mon appartement pour la sauver. Un silence pesant s'installa, les regards lourds de pitié et de malaise se posant sur moi. C'est Marc qui brisa le silence d'un ton presque moqueur. Allons, Émilie, ce n'est pas comme si tu étais renvoyée. Tu garderas un rôle, certes moins important, mais tu resteras dans l'entreprise. Je le fixai, incrédule. Mon propre mari, riant de ma déchéance. La trahison me brûlait de l'intérieur. Marguerite se pencha en avant, d'un ton condescendant. Désolé, ma chère, mais il fait partie de la famille. Contrairement à toi, je pourrais ajouter. J'espère que cela ne te dérange pas, la pièce tourna, et je me sentis abandonnée par ceux à qui j'avais tout donné. Je me levai brusquement, le bruit de ma chaise raclant le sol résonnant comme un glas. Si vous le permettez, dis-je, la voix tremblante d'émotion contenue, j'ai besoin de prendre l'air. Fuyant la salle de conférence, j'atteignis l'ascenseur juste avant que les premières larmes ne se déclenchent. Alors que les portes se refermaient,
je vis mon reflet dans le métal poli, une femme méconnaissable, masquant sous un air stoïque le choc et la trahison. Les heures qui suivirent se fondirent en un brouillard. Errant dans les rues de Paris, je n'avais plus conscience de ma destination. La trahison résonnait en moi, chaque souvenir ravivant douleur et colère. Comment avait-il pu me faire cela? Après tout ce que j'avais sacrifié pour l'entreprise, pour cette famille, et Marc, comment pouvait-il se contenter de rire en voyant ma déchéance? Le mari que je croyais connaître avait choisi de se ranger du côté de ceux qui m'avaient renié. Alors que l'impact du choc s'estompait, la colère prit sa place. Il pensait pouvoir me mettre de côté? Me remplacer par Robert, de tous les choix possibles? Robert, qui n'avait jamais montré d'intérêt véritable pour le monde de l'édition au-delà des soirées et du prestige que cela impliquait. Je finis par m'installer sur un banc dans le jardin des Tuileries, contemplant l'étang. Ironiquement, quelques mois à peine auparavant, j'avais admiré une vue similaire depuis mon appartement. Celui que j'avais sacrifié pour sauver une entreprise qui venait de me trahir. Mon téléphone vibrait sans relâche dans ma poche. Je le sortis enfin, découvrant des appels manqués et messages de Marc, de mon père, et même de Sarah. Je les ignorais tous, préférant ouvrir mes emails. S'il pensait que j'allais me laisser faire en silence, il se trompait lourdement. Pendant l'heure qui suivit, je rédigeais des messages destinés à nos auteurs, partenaires et clients majeurs. J'y exposais les progrès réalisés ces derniers mois, sans mentionner le changement de direction. Laissons-les tâtonner pour l'expliquer eux-mêmes. Au coucher du soleil, alors que les longues ombres s'allongeaient sur le parc, je me levai finalement. Froid, épuisé, et vidé émotionnellement, mais une étincelle de détermination brillait en moi. Ce n'était pas fini. Je rentrerai chez moi, le petit appartement du 20, et je préparerai ma riposte. De retour dans mon modeste chez moi, j'ignorais le regard inquiet du portier dans le couloir. À l'intérieur, Marc arpentait le salon. « Émilie » s'exclama-t-il dès que je franchis le seuil. « Où étais-tu » Nous étions inquiets. Je le regardais droit dans les yeux, ressentant une vague de déception. Cet homme, que je croyais être mon partenaire, s'était contenté de regarder, impuissant, mon exclusion de l'entreprise familiale. J'avais besoin de réfléchir, dis-je d'un ton monotone, à propos de l'entreprise, et de nous. Le visage de Marc se décomposa. « Émilie, je sais que tu es en colère. Mais il faut comprendre que c'est pour le bien de l'entreprise. Robert possède l'expérience. » « Assez, l'interrompis-je. Je ne veux rien entendre ce soir. » Je passai devant lui, me dirigeant vers la chambre, refermant la porte derrière moi. Allongé dans mon lit, les événements de la journée se rejouaient sans cesse, l'annonce fracassante, la cruauté désinvolte de Marguerite, la trahison de Marc. Au fil de la nuit, une idée prit forme dans mon esprit. Ils pensaient pouvoir m'écarter? Ils ignoraient à qui ils avaient affaire. Je n'avais pas tout sacrifié pour être balayé sans résistance. Le lendemain, forte d'un regain d'énergie semblable à celui éprouvé le jour de la vente de mon appartement, je me levai avec un sentiment de détermination renouvelée. La douleur de la trahison était encore vive, mais elle avait allumé en moi un feu. Je n'allais pas me laisser faire. Marc était déjà parti travailler, et j'en profitais pour m'accorder un moment de réflexion. Un café fort à la main, je m'installai à la petite table de la cuisine qui servait désormais de bureau. Il était temps de revoir chaque document lié à la vente de mon appartement et au redressement financier de Hartley et Fils. Contrat, accord, compte rendu des réunions du conseil, je les étalais devant moi, retraçant ainsi la trace de mon sacrifice et de la survie de l'entreprise. Un souvenir me traversa l'esprit, celui d'un conseil que m'avait donné mon avocat, Jacques, lors de la finalisation de la vente. « Est toujours un plan B, Émilie » m'avait-il dit. En affaires, il faut savoir se protéger, même contre sa propre famille. À l'époque, j'avais écarté cette remarque, confiante en la loyauté de ceux que je considérais comme proches. Quelle erreur j'avais commise. Je composai alors le numéro de Jacques. Dès la deuxième sonnerie, il décrocha. « Et Émilie ? » « Tout va bien », sa voix trahissait son inquiétude. Dans le milieu des affaires à Paris, les nouvelles se répandaient vite, et j'étais certaine qu'il avait entendu parler de mon éviction. « Jacques, j'ai besoin de ton aide », lui dis-je directement.
Tu te souviens de la clause de protection que tu avais insisté pour intégrer dans le contrat lors de la vente de mon appartement? Que disait-elle exactement? Un court silence suivit. Attends, je vais retrouver le dossier, dit-il en tapotant sur son clavier. Voilà, Émilie, écoute bien. Pendant 10 minutes, Jacques me détailla la clause en question. Au fur et à mesure qu'il parlait, je ressentais un mélange de soulagement, de vindicte et d'étonnement face à ma propre prévoyance ou peut-être simplement de la chance. Cette clause stipulait que, en échange de ma contribution personnelle pour sauver l'entreprise, ma position de leader au sein de Hartley et Fils était garantie. Toute tentative de me destituer sans mon accord explicite déclencherait une série de mesures, y compris la possibilité de récupérer une part significative de mon investissement. En termes simples, expliqua-t-il, ils ne peuvent pas te mettre de côté sans ton consentement. Si jamais ils essaient, tu as le droit de riposter, et de manière implacable. Je poussai un soupir de soulagement. Jacques, tu viens de me sauver la vie. Peux-tu m'envoyer une copie immédiatement? C'est déjà en route dans ta boîte mail, répondit-il. Émilie, montre-leur de quoi tu es capable. Après avoir raccroché, je vérifiai mes emails et téléchargeai le document tant attendu. Là, en noir et blanc, se trouvait mon filet de sécurité, mon atout secret. Je le lus attentivement, chaque mot s'imprégnant en moi. La révélation eut un effet bouleversant. Ce n'était pas une simple précaution juridique, c'était un véritable tournant. Le conseil, mon père, Marguerite, et même Robert, ignoraient tout de cette clause. Ils pensaient m'avoir déjoué, mais en réalité, ils venaient de se tendre les cordes d'un piège dont ils ne se seraient jamais doutés. Je passai les heures suivantes à élaborer ma stratégie. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ma place, mais aussi de dénoncer l'injustice et l'étroitesse d'esprit qui avaient présidé à ma marginalisation. Je savais que je ne pouvais pas entrer en trombe au bureau en brandissant ce document, il fallait agir intelligemment. Premièrement, il me fallait des alliés. Je recontactai Sarah, mon assistante, qui décrocha aussitôt. Émilie. Ça va? Tout le monde parle encore de ce qui s'est passé hier. Ça va, Sarah, répondis-je avec assurance. Écoute, j'ai besoin de ton aide sur un point crucial. Peux-tu me rejoindre dans un café dans 1 heure? Pas au bureau. Sans hésiter, elle accepta, et je ressentis une gratitude immense envers sa loyauté. Une fois la rencontre conclue, j'envisageais également de rallier l'opinion publique à ma cause. Je songeais aux auteurs avec lesquels nous collaborions, aux partenaires qui nous avaient toujours fait confiance. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé directement avec moi. Il était temps de leur rappeler cette confiance. Dans les jours qui suivirent, je contactai quelques figures majeures du monde de l'édition. Sans évoquer directement le conflit, je leur rappelai les succès partagés et laissai subtilement planer un doute sur toute modification de la direction de Hartley et Fils. Pendant ce temps, Sarah me tenait informée de ce qui se tramait au sein de l'entreprise. Robert, semble-t-il, avait déjà amorcé des changements radicaux. Il préconisait un virage vers des titres plus commerciaux, une stratégie qui trahissait l'héritage littéraire de Hartley et Fils. L'équipe éditoriale est en pleine effervescence, me confia Sarah lors d'une de nos rencontres discrètes. Il redoute la direction que prend Robert. Exactement ce dont j'avais besoin, un malaise grandissant parmi ceux qui faisaient tourner l'entreprise. Robert pouvait avoir le soutien du conseil, mais il perdait ceux qui étaient au cœur de l'action. Au fil des jours, je sentis l'élan changer. Les murmures de mécontentement se répandaient dans le milieu. Des auteurs appelaient pour obtenir des garanties sur leurs projets, des partenaires exprimaient leurs inquiétudes face à la nouvelle orientation de l'entreprise. Et, patiemment, je rassemblais des preuves, consolidant mon dossier. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance pour frapper fort. Presque 2 semaines après la trahison initiale, je décidai qu'il était temps d'agir. Levé de très bonne heure, paré de mon plus élégant tailleur, je me rendis au siège de Hartley et Fils. En franchissant le hall, je sentais tous les regards braqués sur moi, entendais déjà les murmures. Parfait. Laissez-les parler. Je me dirigeai directement vers la salle de conférence où le conseil devait se réunir. Sans frapper, je poussai la porte et pénétrai dans la pièce. La conversation cessa aussitôt. La stupeur se peignait sur certains.
Visage, la colère sur d'autres. Robert, assis à l'endroit qui m'avait autrefois appartenu, paraissait être en proie à un effroi indescriptible. Émilie, déclara mon père, rompant le silence, que fais-tu ici? Je souris, étonnamment sereine après toutes ces semaines. Je suis là pour rectifier une erreur, dis-je d'une voix posée. Votre erreur. Je déposai alors le document renfermant la clause secrète sur la table. Avant que quiconque ne parle, je vous suggère de le lire attentivement. Au fil de la lecture, je scrutais les réactions, la stupéfaction, l'incrédulité, et sur le visage de Marguerite, une colère grandissante. C'est absurde, balbutia-t-elle, frappant la table de sa main parfaitement manucurée. Vous ne pouvez pas sérieusement exiger que nous renversions tout. Au contraire, l'interrompis-je, je l'exige. Car quand j'ai vendu mon appartement pour sauver cette entreprise, j'ai pris soin de me protéger. Et par extension, de protéger les véritables intérêts de Hartley et Fils. Je parcourus du regard chacun des membres du conseil. Vous pensiez pouvoir m'écarter, me remplacer par quelqu'un qui ne comprendrait pas l'essence même de notre entreprise. Vous vous êtes trompé. Le silence se fit long, tandis que je continuais, faisant le tour de la table. J'ai vendu mon appartement non seulement un toit, mais le symbole de tout ce que j'ai accompli pour sauver notre entreprise. Et que m'a-t-on offert en retour? De la trahison, déguisée en changement de direction. Eh bien, je suis ici pour vous rappeler que ma contribution ne s'effacera pas sans conséquence. Mon père, jusque-là silencieux, finit par prendre la parole. Émilie, nous n'avons jamais voulu. Vouloir quoi, papa, coupai-je, incapable de contenir ma douleur. Vouloir me mettre de côté? Disregarder tout ce que j'ai fait pour Hartley et Fils? C'est exactement ce que vous avez fait. Je voyais la culpabilité se refléter dans ses yeux, mais je n'avais pas fini. Je me tournai vers l'assemblée et déclarai, d'une voix ferme, voici donc vos deux options, soit vous me réintégrez à ma juste place, soit j'invoque cette clause et récupère mon investissement, un investissement qui, je vous le rappelle, maintient Hartley et Fils à flot. Un silence lourd s'installa, et bientôt, Thomas, l'un des membres les plus anciens du conseil, osa demander, que attendez-vous exactement, Émilie? Je pris une profonde inspiration. Je ne demande rien de plus que ce que j'ai déjà mérité. Je veux retrouver ma position au sein de cette entreprise, avec l'autorité décisionnelle complète. Je veux que la nomination de Robert en tant que PDG soit annulée, et que le Conseil reconnaisse formellement l'importance de mes contributions pour la survie et le succès de Hartley et Fils. Marguerite ricana. Et si nous refusons? Je la regardai droit dans les yeux. Alors, j'appliquerai la clause. Je récupérerai mon investissement, ce qui plongera Hartley et Fils dans une situation financière précaire, et je partirai, emportant avec moi mes contacts, mes auteurs, et ma réputation. La menace pesait lourdement dans l'air. Je vis les membres du conseil échanger des regards, calculant les répercussions d'un tel coup. C'est alors que Robert, visiblement ébranlé, murmura, « C'est insensé ». Avant même d'avoir le temps de poursuivre, il se leva, redressa sa veste et déclara, « Je démissionne de mes fonctions de PDG, avec effet immédiat. » Une vague de triomphe m'envahit, mais je restai impassible. Ce n'était qu'un début. Mon père, d'une voix grave, déclara, « Émilie, pouvons-nous discuter de cela en conseil ?» Je quittai la pièce, la porte se refermant derrière moi, et m'appuyai quelques instants contre un mur, respirant profondément pour reprendre mes esprits. « Émilie ?» Je relevai les yeux et vis Marc, debout, l'inquiétude marquant ses traits. Un éclair de colère traversa mon regard. Où était passée cette sollicitude lorsque j'étais mise à l'écart? Mais je le contenus. Nos problèmes personnels viendraient plus tard. « Que fais-tu ici, Marc ?» demandai-je, d'une voix lasse. Il se tortilla légèrement. « J'ai entendu dire que tu avais un atout ?» Les rumeurs courent au bureau. Je ne pus m'empêcher de sourire. Un atout, c'est une façon de voir les choses. Avant qu'il ne puisse répliquer, la porte de la salle de conférence s'ouvrit de nouveau. Mon père en sortit, le visage impassible. « Émilie, nous sommes prêts à te recevoir. » Je redressai mes épaules et retournai dans la salle, consciente de toute la tension qui y régnait. Mon père reprit place à la tête de la table. « Émilie,
le Conseil a délibéré sur ta proposition. Nous avons décidé d'accepter tes conditions. Ta position te sera rétablie, avec tous les pouvoirs décisionnels qui en découlent, et nous reconnaissons que tes contributions ont été essentielles à la survie de Hartley et Fils. Un soupir de soulagement m'envahit, mais je restais impassible. Merci. Marguerite se leva alors, les yeux flamboyants de colère. J'espère que tu es satisfaite, Émilie. Tu as contraint ce conseil à capituler. Mais ne crois pas que cela change quoi que ce soit entre nous. Je la regardai fixement. Tu as raison, Marguerite. Rien ne change entre nous, car tu m'as déjà montré ma place. J'ai simplement mis en lumière la tienne. Avant qu'elle ne puisse répliquer, j'ajoutai, pour être clair, ma loyauté est envers cette entreprise, envers l'héritage bâti par mon grand-père. Je suis prête à travailler avec vous tous pour que Hartley et Fils non seulement survivent, mais prospèrent. Cela, bien entendu, dans le respect mutuel et la reconnaissance des contributions de chacun. Êtes-vous d'accord? Un silence tendu suivit, puis, l'un après l'autre, les membres du conseil hochèrent la tête. Même Marguerite finit par acquiescer, d'un signe bref et amer. Lorsque la réunion prit fin et que chacun quitta la salle, mon père posa sa main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, Émilie, » murmura-t-il, les yeux embués de larmes. « Tu t'es battue pour ce qui était juste, comme l'aurait fait ton grand-père. Je regrette que cela ait dû en arriver là, mais Hartley et Fils est entre de bonnes mains avec toi. » Ces mots, inattendus et sincères, me firent monter une boule à la gorge. Je hochai la tête, incapable de trouver la parole. Sortant de la salle de conférence, le moral partagé entre soulagement, triomphe et fatigue intense, je ressentis avant tout une détermination renouvelée. J'avais récupéré ma place dans l'entreprise, mais je savais que le véritable travail ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. De retour dans mon bureau, ma juste place, je ressentis tour à tour le soulagement, le triomphe, et le poids immense de mes responsabilités retrouvées. La première mission fut de réunir le personnel afin de dissiper les rumeurs et de rétablir un climat de stabilité. J'organisai une réunion générale dans la plus grande salle de conférence de l'entreprise. Debout devant une salle comble, je sentais le regard de chacun peser sur moi. Curiosité, incertitude, pour certains, un brin d'espoir se lisait sur leur visage. Je pris une profonde inspiration et déclarai d'une voix posée, « Je sais que ces dernières semaines ont été déroutantes et éprouvantes pour vous tous. Des changements de direction, des rumeurs de difficultés financières, et une ambiance pesante se sont installées. Aujourd'hui, je souhaite clarifier la situation et vous présenter ma vision pour l'avenir de Hartley et Fils. » Je repris, exposant brièvement les événements sans évoquer les trahisons personnelles ni dévoiler les détails de la clause secrète, mais en assurant que l'incident majeur au sommet avait été résolu. Ce qui compte, c'est que Hartley et Fils est stable. L'injection de fonds que j'ai personnellement apportée nous a permis de gagner le temps nécessaire pour non seulement survivre, mais aussi pour grandir. Et je suis ici pour rester, engagé à conduire notre entreprise vers un avenir radieux. Je vis des épaules se détendre, des rides d'inquiétude s'estomper. Pourtant, je poursuivis, cette épreuve m'a appris une chose essentielle, nous devons évoluer. Le monde de l'édition change, et nous devons nous adapter sans renier notre héritage. Durant l'heure qui suivit, j'exposai ma vision, allier la tradition littéraire à l'innovation numérique, investir dans les talents émergents tout en continuant à soutenir nos auteurs établis. En terminant, je déclarai d'une voix ferme, « Je ne vous promets pas que ce sera facile, car le changement ne l'est jamais. Mais je vous garantis que chaque décision sera prise dans l'intérêt de l'entreprise, de nos auteurs, et de vous tous, précieux collaborateurs. Nous sommes unis dans cette aventure. » Au sortir de la réunion, une nouvelle énergie flottait dans l'air. Nous avions un long chemin à parcourir, certes, mais pour la première fois depuis longtemps, l'optimisme régnait. Les semaines suivantes furent rythmées par la mise en œuvre de ces changements. Je travaillais en étroite collaboration avec chaque département, écoutant leurs inquiétudes et leurs idées. Il était primordial que chacun se sente valorisé et entendu. L'une de mes premières décisions fut de promouvoir Sarah, ma fidèle assistante, à un nouveau poste de « directrice des initiatives digitales ». Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. « Moi » balbutia-t-elle. «
Je n'ai aucune expérience dans. Je la coupai d'un sourire. Tu possèdes quelque chose de bien plus précieux que l'expérience, Sarah, de la vision, de l'adaptabilité et une compréhension intime de ce qui fait l'âme de Hartley et Fils. Tu as été déterminante dans cette crise, et je sais que tu le seras encore davantage pour notre avenir. La reconnaissance dans son regard confirmait que j'avais fait le bon choix. Bien sûr, toutes mes décisions ne furent pas unanimement saluées. Lorsque j'annonçai la suppression de certaines lignes éditoriales moins rentables afin de concentrer nos ressources sur des secteurs porteurs, la résistance se fit sentir. Le changement est difficile, surtout dans un univers aussi traditionnel que l'édition. Mais je restai ferme, toujours prête à expliquer mes choix et à écouter les objections. Petit à petit, je sentis l'entreprise se rallier à cette nouvelle direction. Naviguer dans mes relations personnelles demeurait le plus grand défi. Mon père, encore membre du conseil mais retiré des opérations quotidiennes, semblait déchiré entre la fierté de me voir diriger et le regret d'avoir contribué au récent bouleversement. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau, il frappa doucement à la porte. « Tu as une minute ?» demanda-t-il d'une voix rugueuse mais tendre. Je l'invitai à s'asseoir, et il se plongea dans l'examen des manuscrits et rapports épars sur mon bureau. « Tu fais un excellent travail, Émilie », finit-il par dire, « le conseil, nous nous sommes trompés. À ton sujet, à propos de ce dont l'entreprise avait besoin. J'ai eu tort. » Une boule se forma à nouveau dans ma gorge. Mon père, habituellement si réservé, s'excusait désormais. « Merci, papa », murmurai-je. Cela compte énormément. Il hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ton grand-père aurait été fier de toi. Il disait toujours que Hartley et Fils avaient besoin d'une main ferme et d'un cœur courageux. Il se trouve que c'est toi. En le regardant s'éloigner, je sentis un poids se lever de mes épaules, marquant le début d'une réconciliation. Quant à ma relation avec Marc, elle demeurait plus difficile à réparer. La trahison ressentie lorsqu'il s'était rangé du côté du conseil avait laissé des cicatrices profondes. Nous étions polis l'un envers l'autre, mais la chaleur et l'intimité d'antan semblaient s'être évaporées. Le point de rupture survint lors d'un dîner dans notre modeste appartement du 20. Le silence pesant entre nous, chargé de non-dits et de rançéures, fut enfin rompu par Marc. « Je suis désolée, Émilie. Je sais que je t'ai déçue. J'aurais dû te soutenir, percevoir ce qui se tramait. » Je le regardai, vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Je vis dans ses yeux le regret sincère de réparer ses erreurs. « Pourquoi n'as-tu pas agi ?» murmurai-je, presque inaudible. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. J'avais peur, sans doute. Peur de bouleverser l'ordre établi, de m'opposer à ta famille. Je me suis convaincue que prendre du recul serait meilleur pour nous. J'avais tort, et je m'en excuse. Ces mots flottaient entre nous. Je désirais lui pardonner, avancer, mais la confiance une fois brisée ne se répare pas aisément. J'ai besoin de temps, Marc, déclarai-je enfin. Je t'aime, mais il me faut savoir que tu seras toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive. Il hocha la tête et, tendant la main, la posa sur la mienne. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Je suis fière de toi, Émilie. De ce que tu as accompli, de la manière dont tu t'es affirmée face aux épreuves. Je veux être à tes côtés pour la suite. En serrant sa main, je sentis renaître une lueur d'espoir. Le chemin serait long, mais c'était un début. Dans les mois qui suivirent, Hartley et Fils connut un renouveau sous ma direction. Nos initiatives numériques prirent leur envol, et nous signâmes avec plusieurs auteurs prometteurs. L'ambiance au bureau se transforma, passant d'un climat de désespoir à une atmosphère dynamique et innovante. Un an après la confrontation, nous organisâmes une grande célébration pour l'ensemble du personnel. En m'adressant à l'Assemblée, je repensais à tout le chemin parcouru. Il y a un an, nous étions à la croisée des chemins, déclarai-je, confrontés à des défis paraissant insurmontables. Pourtant, non seulement nous avons survécu, mais nous avons prospéré. Chacun d'entre vous a contribué à ce succès, et je ne pourrais être plus fier de ce que nous avons accompli ensemble. Les applaudissements emplirent la salle, et je ressentis une profonde satisfaction. Le parcours fut semé d'embûches, mais il nous avait menés vers un avenir meilleur.
Plus tard, en regardant la silhouette de Paris depuis mon bureau, je repensais à tout ce qui s'était passé, le sacrifice de mon appartement, la trahison, le combat pour récupérer ma place. Je compris alors que parfois, les plus grandes épreuves offrent les plus belles opportunités. Mon grand-père avait bâti Hartley et Fils à partir de rien, surmontant maints obstacles. Aujourd'hui, à ma manière, j'avais redressé l'entreprise, la guidant à travers des eaux tumultueuses vers un avenir prometteur. En éteignant les lumières pour partir, une paix intérieure m'envahit. Quels que soient les défis de demain, j'étais prête à les affronter. Car je suis Émilie Hartley, et j'ai un héritage à préserver et un futur à construire. Ce récit, celui de Hartley et Fils, le mien est loin d'être terminé. Je pressentais que les plus beaux chapitres restaient à écrire.